Jeudi 23 janvier 2020, le grand rendez-vous s'invite chez vous et s'installe avec de très belles images que voici. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. J'espère que vous vous portez très bien. De notre côté, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour passer de bons moments ensemble, de bons moments d'information, d'apprentissage et surtout de divertissement. Alors, merci pour votre fidélité à la chaîne Bénin Business 24. Ce soir, le grand rendez-vous a 4 rubriques au sommaire et nous allons voir déjà le contenu de ces rubriques. La transformation agroalimentaire des dérivés du palmier à huile offre beaucoup d'opportunités. Eh bien, de l'approvisionnement en matières premières à la commercialisation des produits dérivés, en passant par la transformation agroalimentaire, le processus est connu et bien élaboré. L'arrivée des nouvelles technologies a révolutionné le monde de la transformation des dérivés du palmier à huile. Ce soir, Fiacre Aladaye, agronutritionniste, nous parlera justement des richesses et bienfaits du palmier à huile. C'est dans le monde agricole. Nature et bien-être ce soir s'intéresse à la réinsertion socio-professionnelle des lépreux au Bénin. Quelles sont les avancées et les limites en la matière? Vous savez, les lépreux ont été pendant longtemps marginalisés, mais avec, je vais dire, l'avancée de la médecine, cette communauté bénéficie aujourd'hui d'une meilleure situation sociale. Heureuse d'annoncer reçoit pour nous ce soir Ronald Nimavor, coordonnateur du centre de traitement de la lettre de Pobet, pour voir comment on peut améliorer l'insertion socio-professionnelle des lépreux au Bénin. Eh bien, nous parlons dans beauté au pluriel ce soir de la lingerie féminine. Et la tendance actuelle, vous savez, c'est une lingerie faite à base d'objets traditionnels tels que les pelles, les tissus, etc. Et c'est justement une manière à nous d'apporter une touche à cette lingerie. Mais comment choisir justement sa lingerie? C'est une grande interrogation à laquelle Fugensia Rontondi nous invite ce soir à répondre. Eh bien, elle sera avec son invitée Evelyne Akodji Hawenon. Elle est directrice d'un prêt-à-porter. On parle du leadership dans l'espère du jour, notamment de comment gérer justement le personnel ou ses employés. Vous savez, c'est une grande question, c'est un grand problème auquel sont confrontés pour la plupart du temps les patrons d'entreprise. La gestion de la ressource humaine, eh bien, c'est la base capitale du développement de votre entreprise. Et quand vous n'y arrivez pas, vous pouvez investir. Peu importe le capital que vous investissez, vous n'allez jamais faire décoller votre entreprise. Ce soir, avec notre consultant en gestion d'entreprise, Balogun Alès, on ne le présente plus. Nous allons voir comment est-ce qu'il faut gérer les employés. Ce sera dans l'espère. Et vous le savez, à 19h45, le journal sera au rendez-vous avec la rédaction présentée ce soir par Aurélie Souton. Mesdames, Messieurs, c'est là le contenu des rubriques. On va installer le tout premier plateau, Monde agricole. Le palmier à huile est un arbre à multiples richesses. Eh bien, de la racine en passant par le tronc d'arbre jusqu'aux feuilles, rien n'est à négliger sur le palmier à huile. La transformation agroalimentaire des fruits de cet arbre est une activité de grand revenu pour ceux qui s'y adonnent. Eh bien, les richesses du palmier à huile, c'est tout de suite après cet extrait d'un documentaire réalisé par Assio Gaba sur le palmier à huile.
Vous demandez au palmier, il vous donnera. C'est pour ça que je dis, le palmier pour moi, c'est un arbre fétiche. Mes premiers ancêtres sont apparus il y a plus de 85 millions d'années, selon les chercheurs du CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. C'est d'ailleurs cette nature pérenne qui rassure les humains qui, pour répondre à la demande toujours croissante en corps gras, comptent sur moi. Mon principal fruit, la noix de palme, donne un rendement 7 à 10 fois supérieur à celui des autres oléagineux, dont les plus connus sont le colza, le soja et le tournesol. On en retirait des produits comme les noix de palme d'abord, l'huile de palme, et à l'époque, on expédiait ces produits ainsi que les palmistes. On s'arrêtait là. Mais je ne savais pas qu'on pouvait faire autre chose avec le palmier à huile. Il faut réfléchir au palmier à huile, à la filière palmier à huile, à la réorganiser, à permettre à tous ceux qui s'intéressent, ceux qui s'investissent dans le domaine, de ne pas se contenter seulement de la production, mais également de la transformation et de la mécanisation au niveau de la transformation. Là, nous aurons beaucoup plus de valeur ajoutée. Très bon documentaire réalisé par notre collègue Assion Gaba qui nous disons un bonsoir. Merci beaucoup et nous revenons sur ce plateau. La thématique du jour dans Monde agricole, c'est bien sûr transformation du palmier à huile, un trésor pour le secteur agroalimentaire. Et sur ce plateau, je suis avec Fiacre Aladaye, je l'annonçais tantôt, agronutritionniste. Bonsoir. Bonsoir ma chère. Comment allez-vous? Je vais très bien. Il y a longtemps, vous avez vu sur ce plateau. Vraiment longtemps. Je le disais tantôt, derrière la caméra, qu'il n'est pas facile de vous avoir. Ça arrive des fois. Merci quand même d'être là ce soir. Merci à Alors vous nous aussi. parlons de la transformation des produits ou des dérivés du palmier à huile. Et nous allons commencer déjà par les citer. Quels sont les dérivés justement du palmier à huile? Merci beaucoup. D'abord, d'entrée, toutes les fois que j'ai l'opportunité de parler du palmier à huile, je rends toujours un hommage bien mérité au roi Guézo, au roi de Dahomey, qui a régné de 1818 à 1858. C'est important parce que c'est ce roi qui a développé, qui a fait la promotion du palmier à huile au Bénin. Alors, lorsque nous parlons du palmier à huile, c'est tout, lorsque nous prenons l'arbre, d'accord, l'arbre du palmier à huile, c'est un arbre qui est très riche. Tous les éléments constitutifs du palmier à huile sont utiles et utilisés. C'est-à-dire? Alors, lorsque vous prenez déjà par exemple le tronc, d'accord, le tronc du palmier à huile est utilisé déjà comme des bois pour la construction. D'accord. On utilise aussi ce bois à d'autres fins. C'est également de ce bois qu'on extrait le vin pour produire l'autre boisson locale qu'on appelle le sodabi. Oui. Maintenant, si nous prenons par exemple les feuilles, si nous prenons les branches, ouais, dans le documentaire, il y a plusieurs dérivés qu'on peut avoir. Il y a on peut fabriquer des paniers, le balai, des corbeilles, même des objets de décoration, les cages d'oiseaux, même des chaises. Oui, des chaises. C'est très beau, c'est très génial. C'est
un arbre d'utilité très publique. Autre que ça, il y a toujours au niveau les du noix. tronc, il y a le chou aussi. Oui, il y a le chou aussi qui est Voilà. utilisé. Oui. Qui est utilisé. Vous voyez, il y a même les fleurs qui ne donnent pas forcément de fruits qu'on utilise également pour, comme bois de chauffe, d'accord. Ok. On peut utiliser aussi les branches pour faire la clôture. Il y a tellement faire aussi le toit des maisons, le toit des animaux. Ça fait Et permet aussi de aussi, faire. hein, pour très rapidement, pour faire Oui. une ouverture, Oui. la religion catholique utilise également les branches pour faire le rameau. Si. Est-ce que c'est seulement la religion catholique? Les célestes vont se révolter parce que les célestes d'accord. utilisent suffisamment les branches de ok, palme ok. à plusieurs fins, c'est-à-dire des fins religieuses. Oui. Ouais. Donc c'est un arbre qui est très utilisé et très prisé d'ailleurs. Nous avons l'amande. Nous avons d'abord la noix, d'accord, noix, qui en son sein, il y a la pulpe qui entoure un noyau qui est à l'intérieur dans lequel on retrouve encore l'amande, qui est aussi utile. L'amande, par exemple, on l'utilise pour produire, par exemple, de l'huile rouge de palme, très riche d'ailleurs, on va peut-être revenir sur ça. Il y a l'amande aussi qui permet de produire l'huile palmiste, qui est aussi très riche et qui on utilise aussi à des fins thérapeutiques. Ok, d'accord. Et en dehors de ça, nous avons aussi la racine que les gens utilisent dans la médecine. Oui, dans la médecine, ça guérit plusieurs maladies. Voilà. Bon, puisque On nous ne va pas aller sur ce terrain puisque nous ne sommes pas Voilà. des médecins ou des tradithérapeutes. Voilà. Mais nous allons revenir un peu à la transformation de la noix de palme. Voilà. Alors, lorsque vous avez, c'est d'abord un secteur très rentable, très génératrice, un secteur très générateur de revenus. Alors, vous voyez, lorsque vous prenez par exemple les noix de palme pour faire la transformation, c'est aussi simple que ça. Vous-même, vous pouvez produire votre huile rouge à la maison, d'accord, pour éviter, pour être sûr de la qualité, de ce que vous êtes en train de consommer. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous prenez par exemple, c'est la même chose qui se fait à l'échelle industrielle ou semi-industrielle. Alors, lorsque vous prenez les régimes de noix de palme, parlant de là, on va d'abord faire l'écrépage, on va enlever les noix, d'accord, de ces régimes-là. À l'étape mûre. À l'étape mûre, d'accord. Et une fois que vous avez les fruits, vous les préparez. Et lorsque vous préparez, vous verrez que la pulpe est très facile à enlever. Donc, vous allez essayer de faire les pulpages. Ça peut être à l'aide d'une machine si vous avez des moulins. Il y a des moulins conçus pour ça. Maintenant, lorsque vous n'avez pas ça, oui, on peut avoir ça. Au niveau artisanal, à la maison, vous pouvez par exemple utiliser votre mortier, piler les noix et puis ça s'enlève facilement. Dès que vous avez pilé, vous avez la pulpe qui s'enlève, qui est constituée un mélange de tourteau, d'accord, d'eau et de tuile. Donc, il suffit d'ajouter de l'eau. En forme pâteuse. Voilà, en forme pâteuse, oui, c'est un peu pâteux. Et lorsque vous lavez, vous arrivez à séparer le tourteau, d'accord, qui constitue aussi un autre dérivé du palmier à huile, qui est aussi très utilisé. On utilise ça aussi pour faire du feu. Voilà. On utilise ça sous la forme de plébé et de liens aussi. Bon, ça, je ne sais pas s'il y a des appellations. Je pense qu'on avait eu ça dans les images. Oui, dans les images, voilà. Peut-être le réalisateur va nous aider à les avoir plus tard. Certainement. Oui. Alors, donc, dès que vous avez ce mélange, d'accord, de jus, vous essayez de séparer les tourteaux du jus. Et c'est le jus maintenant qu'on va utiliser, d'accord. On va essayer de faire la cuisson, d'accord. Ok, les images sont là. On fait la cuisson et on a le jus qui est séparé. Ce jus est une fois maintenant préparé, d'accord, au feu. Et on arrive à voir l'huile qui devient le surnageant, qu'on arrive à prélever facilement. Donc, on sépare le jus liquide qu'on utilise d'ailleurs aussi pour faire la sauce, ou bien vous verrez dans les champs, au village, vous verrez beaucoup de personnes prennent ça, on ajoute ça au gari et puis vite fait c'est encore. Mais il faut avouer que l'huile de palme a aujourd'hui atteint un niveau commercial qu'on ne redoute plus. La commercialisation de cette huile est quand même d'une grande importance au Bénin. Justement, oui, c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire, c'est d'ailleurs la meilleure huile au monde. On n'a pas à le démontrer, même il n'y a même pas comparaison à faire avec l'huile d'olive. Qui est utilisé dans le cosmétique. Très utilisé. Et tous les produits cosmétiques
presque tous les produits, hein, on utilise toujours l'huile de palme parce que d'abord, ça a un pouvoir, comment on appelle, une stabilité incontournable que les autres huiles n'ont pas. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que beaucoup l'accusent de taux de cholestérol. Ça ne contient pas de cholestérol. Aucune huile d'origine végétale ne contient de cholestérol. C'est les graisses d'origine animale qui contiennent de justement, cholestérol. Justement, puisque vous êtes agronutritionniste, nutritionniste, c'est le moment de nous dire un peu, hein, brièvement, on va entrer dans la santé, les éléments nutritifs de l'huile de palme. D'accord, merci. Alors, lorsque nous prenons par exemple l'huile rouge de palme, ça fait déjà des décennies que l'Organisation mondiale de la santé a reconnu l'huile de palme comme une très grande source de vitamine A. Nos parents n'étaient pas médecins, ne sont pas aussi compétents en matière de santé, mais ils connaissent beaucoup de choses que nous découvrons, que les chercheurs découvrent aujourd'hui. Vous voyez, lorsqu'un enfant naît, nos parents avaient l'habitude de lui mettre par exemple de l'huile rouge sur les yeux, d'accord? C'est déjà une source de vitamine A qu'on donne à l'enfant pour laver complètement ses yeux. Aujourd'hui, vous voyez combien de personnes, même les enfants des tout petits qui portent des verres. Avant, il n'y avait pas ça, simplement parce qu'on mettait de l'huile rouge sur les yeux des enfants. C'est une pratique, dans certaines régions, ça continue. C'est une bonne pratique à encourager d'ailleurs. On n'a pas tout le temps faire recours aux pratiques occidentales. Alors, il y a la vitamine A, ça contient aussi suffisamment de fer et d'autres micronutriments. La vitamine E, par exemple, qui est comme le tocopherol et d'autres dérivés. Il y a aussi les antioxydants. Et c'est tout ça là qui nous manque et qui conduit à des maladies de civilisation aujourd'hui. Parce que l'huile, il y a beaucoup qui disent qu'ils ne consomment pas l'huile rouge. Moi, je ris parce que les gens qui consomment par exemple le chocolat, alors que le chocolat est fait avec l'huile rouge de palme, produit ici au Bénin et ailleurs d'ailleurs. Il y a beaucoup qui disent qu'ils ne consomment pas, alors que c'est la même chose, l'huile rouge de palme qu'on utilise pour fabriquer par exemple des biscuits. Alors, vu son utilité, est-ce qu'aujourd'hui l'huile, est-ce que je vais dire l'huile de palme, le palmier à huile est suffisamment produit au Bénin pour permettre quand même sa grande consommation comme on le souhaite? Oui, il y a encore suffisamment de palmier à huile au Bénin, mais ce n'est plus suffisant. Parce qu'il y a d'abord l'aspect commercialisation, il y a des bidons, plusieurs tonnes d'huile rouge que les grands commerçants achètent dans les villages, ils stockent et ils revendent en période de pénurie et ça leur fait beaucoup de revenus à gagner. Alors, lorsque nous prenons par exemple la production, on a commencé par détruire les arbres. Vous voyez, la consommation aussi de l'alcool, c'est-à-dire du soda-bi, a augmenté. Et beaucoup d'industriels utilisent ça maintenant pour faire de très bons whisky. Donc, les gens n'hésitent plus à abattre ces arbres pour produire le soda-bi et pouvoir exporter. Donc, aujourd'hui, nous ne plantons plus assez. Il y a l'urbanisation aussi qui repousse les limites de nos terres cultivables. On ne produit plus assez d'arbres, de palmiers, mais on utilise assez. Est-ce qu'il n'y a pas, en 30 secondes, très rapidement, est-ce que ce n'est pas le moment aussi de revoir le côté transformation? Est-ce que nous avons une industrie? C'est aussi ça. Oui, la transformation des noix de palme reste toujours à l'étape semi-industrielle, c'est-à-dire il y a la façon traditionnelle qui est faite, mais il y a aussi l'introduction de quelques machines, mais ce n'est pas encore ça. Il faut industrialiser sérieusement la production de l'huile rouge de palme au Bénin. Je pense que ce sera votre mot de fin, justement. Merci beaucoup à vous, Fiak Aladaye. Je rappelle que vous êtes agronutritionniste. Merci d'avoir accepté cette invitation, ce qui n'est pas facile. On retient tout simplement que le palmier à huile est une richesse très importante pour notre pays et qu'il ne faut pas du tout le négliger. Si je m'en tiens aussi de mon chef d'édition, de ma chef d'édition ce soir, c'est que c'est terminé. Merci d'être resté avec nous. Je vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup, Sophie. Quant à nous, nous allons poursuivre cette émission et voilà, comment choisir sa lingerie. Je l'annonçais tantôt dans les rubriques. C'est parfois un casse-tête pour les uns et les autres, surtout avec les nouvelles tendances de lingerie que nous avons sur le marché. Ce soir, Fulgencia Rontondier, son invité, nous diront comment choisir nos lingeries. Est-ce que vous savez comment choisir vos lingeries? Pas trop. Vous en portez au moins? C'est pas trop la chose des hommes. On aime contempler. La rubrique beauté au pluriel, c'est tout de suite. Voilà, Fulgencia Rontondier nous parle de la lingerie ce soir. Mais avant, nous allons suivre ce reportage qu'elle a réalisé elle-même sur le sujet.
C'est les premiers vêtements que l'on porte le matin au réveil et les derniers que l'on enlève le soir au coucher. Les sous-vêtements, en effet, sont confectionnés pour protéger les parties intimes de notre corps. La lingerie sert cet élément, ce vêtement, ce morceau de tissu qui pour la femme permet de soutenir d'abord son intimité, mais également qui permet de révéler la beauté, l'art qui est le corps de la femme et aussi bien pour l'homme. Acheter une nuisette, un déshabillé ou une guêpière sensuelle est désormais possible au Bénin, que ce soit dans la friperie ou en boutique. Ces dessous, pour la plupart, viennent d'autres continents. Ça vient de l'Asie, je me procure en Chine, également je vais en Occident et aux États-Unis. Les seuls clients qui vraiment s'approvisionnent ce type de lingerie chez moi, c'est les personnes qui ont quand même déjà osé, qui sont dans l'innovation, qui veulent expérimenter des choses, qui veulent de la nouveauté au sein de leur couple et au sein de leur choix personnel, de leur personnalité aussi. Les boutiques se lancent de plus en plus dans la vente spécialisée des dessous pour hommes et femmes. Il en existe de toutes sortes, pour tous les goûts et de gammes différentes. Chacun y va de sa manière. J'aime les strings pour mes pantalons. Je suis à 80% coton en matière de slip. Pour les soutiens, il n'y a pas de préférence, pourvu que ce soit beau, pourvu que ce soit joli. Je choisis mes sous-vêtements en fonction de la taille et aussi en fonction de la beauté. Pour l'achat de mes sous-vêtements, je préfère prendre le blanc ou le rose. Mais chez moi, il n'y a pas question de couleur. Ce qui va durer, c'est ça qui m'intéresse. Pour les amoureux de la mode, aucun détail n'est à négliger. Il est donc indispensable de faire une bonne sélection en fonction de la tenue portée. Si vous avez prévu porter une robe décolletée, vous pouvez porter par exemple ce genre de soutien. Vous voyez déjà que c'est un peu plus échancré ici. Devant comme derrière, on ne verra pas votre soutien-gorge. Mis à part le confort, la séduction, il est aussi nécessaire de miser sur la qualité car les sous-vêtements sont en contact perpétuel avec la peau. Il faudrait acheter des soutiens qui sont en coton et éviter des soutiens qui comportent des anses métalliques. Il faut savoir changer le soutien au moins 6 mois après. Et de façon générale, les slips, il faut les changer et les caleçons, il faut les changer tous les 3 mois. Éviter les slips serrés, éviter les caleçons serrés, éviter les soutiens serrés parce que c'est source de macération et ça va amener des infections. Il est démontré que les femmes investissent beaucoup plus dans l'achat de la lingerie. Les hommes, par contre, achètent moins de slips, boxers ou caleçons annuellement. Ils sont moins consommateurs et peu dépensiers. Et oui, vous prenez 95% des femmes, elles vous diront que la lingerie, le choix de la lingerie est très important dans le quotidien de la femme. Parce que parfois, on a même tendance à coller ça à la tenue qu'on porte. C'est-à-dire, on veut porter la même couleur des sous. J'utilise le mot terre à terre que la tenue qu'on a portée, n'est-ce pas, Fugessia? Tout à fait raison. Ce qui justifie d'ailleurs le choix de ce sujet ce soir. Exactement, ça m'intéresse beaucoup parce que comment choisir la lingerie, c'est très important pour la femme. Pour les hommes aussi, ne vous sentez pas lésés. Bonsoir, Fugessia. Bonsoir, Marcel. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'être encore là sur ce plateau. Vous êtes avec Madame Evelyne Akodji Hawenon, c'est bien ça? C'est ça. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. Bonsoir, alors, vous êtes directrice d'un prêt-à-porter ici à Cotonou. C'est sûr que vous avez vu beaucoup en matière de lingerie, c'est ça, non? Tout à fait. Vous avez mis les mains un peu dans tout. Beaucoup, j'ai mis la main un peu partout. Voilà, merci beaucoup d'être sur ce plateau, Fugessia. Comment on peut choisir sa lingerie? Là, la réponse directement, je vais la poser à mon invité ce soir. Alors, dites-nous, madame, comment faire un bon choix? Ok. Concernant le choix, il faut se baser sur la morphologie de la personne, c'est-à-dire la taille. Et si la personne elle est ronde et svelte, ou bien c'est quelqu'un qui a une forte poitrine, mais au niveau du bas, un peu plus aminci.
Ah, d'accord. Et oui. Il faut voir se tout baser ça. sur ça. Et également sur le lieu où on veut l'utiliser. Où l'on va. Où l'on va. Ça m'amène directement à poser la question. Lorsqu'on va, par exemple, à une travail, soirée. Au travail, il faut pas commencer par le travail. Ok, au travail. Et lorsqu'on veut porter une robe peut-être moulante, bon, pas trop moulante, puisqu'on parle du travail, que faut-il faire? Voilà. En voulant aller au travail et portant une robe moulante, il faudrait mettre soit du string ou de la culotte. Une culotte un peu plus plaquée, ne montrant pas les traces de la robe portée. Voilà. Et là, on se sent un peu plus libre. Mais il faut dire aujourd'hui que la lingerie sur mesure est à la mode. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Le confort, c'est vrai, mais est-ce que c'est ce qu'il faut? C'est ce qui est recommandé? C'est vrai que la lingerie sur mesure est à la mode. C'est vrai. Et physiquement, c'est joli. Quand on voit, ça attire, tout ça. Mais ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé parce que ça ne permet pas à la peau de respirer. Or, il faudrait que la matière que nous sommes, en tant qu'homme grand âge, il faudrait que notre corps puisse bien respirer afin d'être en bonne santé. Pour éviter les infections. Moi, je voudrais, Fugensia, si vous m'aidez à lui demander combien de types de lingerie nous avons. Les catégories. Les catégories. Merci. Nous avons plusieurs catégories de lingerie. Tout d'abord, quand on parle de lingerie, ça concerne les deux sexes, l'homme et la femme. Et concernant la femme, nous avons les nuisettes, nous avons des strings, nous avons des slips qui prennent toute la rondeur, toutes les fesses. Nous avons également des culottes plaquées. Oui. Et des slips en coton, des slips en polyester, des slips en lycra. Je voulais justement vous demander, puisque vous êtes spécialiste du domaine, quelle est la matière que vous recommandez souvent à vos clients? Merci. Et en ce qui me concerne particulièrement, et vu le fait que j'ai eu à toucher beaucoup plus la matière, je recommanderais du coton et du lycra. Coton et lycra. Le lycra se présente comment? Le lycra se présente sous forme de collant. Ça tire, mais c'est un peu plus doux. C'est ça? C'est ce que nous avons. Oh là là, c'est parfait. C'est ce que nous avons à l'écran là? Le lycra. C'est ça, le lycra? Bien sûr. C'est ça? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et là, on le reconnaît comment? Au toucher? Au toucher. On reconnaît ça au toucher. Bien sûr. Alors, le sous-vêtement, est-ce qu'il ne faudrait pas tenir compte de la tenue qu'on voudrait porter? Puisqu'on a entendu une dame dire, lorsqu'elle met de jeans, par exemple, elle préfère mettre des strings. Tout à fait. C'est ce qui est conseillé. Et c'est ce qui est bon pour être un peu plus à l'aise et pour se savoir bien habillé. Quand on porte, par exemple, du lycra, je viens à peine de le dire, il faut mettre obligatoirement une culotte en bas ou un string, ne laissant pas trace, ne faisant pas apparaître les bordures du slip porté. Quand on porte par exemple du jean, comme vous l'avez dit, on met du string, ou soit on ne met rien, on essaie de mettre un peu de protège, et puis on est plus à l'aise. Quand on porte une robe ample, et là, on peut mettre du slip normal. Moi, je veux savoir si, par exemple, il y a des lingeries appropriées pour le matin, pour l'après-midi, pour la nuit. Je veux savoir tout à fait, tout à fait, tout à fait. Excusez-moi, on ne peut pas quand même porter une nuisette pour sortir. Ah non, surtout pas. Voilà, donc la nuisette est réservée pour la nuit. Nuisette, c'est-à-dire genre un camisole, et sous lequel est déjà porté le slip et soutien. Ou soit c'est carrément une robe avec camisole ou une simple robe. Quelle est la tendance aujourd'hui en matière de lingerie? La tendance aujourd'hui, c'est beaucoup plus les collants, en culottes. C'est beaucoup plus utilisé parce que quand on porte ça, on règle deux problèmes. À la fois, le string, l'utilisation du string auquel tout le monde n'est pas
habitué, et également du collant. Alors, parlons un peu des hommes, puisqu'il s'agit de hommes, grand âge, hommes et femmes. L'homme, quels sont les sous-vêtements que les hommes préfèrent souvent? Les hommes, quant à eux, aiment beaucoup plus les calcifs, c'est-à-dire c'est de petites culottes, un peu plus amples, laissant respirer leur appareil génital. D'accord, mais moi, je veux revenir un peu vers la femme parce que, excusez les hommes, je suis une femme. Est-ce que la tendance aujourd'hui avec les slips, comme on le voit, les slips en perles là, est-ce que c'est autorisé aussi? Les slips qu'on conçoit avec les perles et tout. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des sous-vêtements en tissu imprimé. Voilà. Tissu imprimé, oui. Les slips en perles, c'est joli à voir, c'est bien joli, mais c'est blessant. Si l'on ne sait pas utiliser, ça va blesser. Ça peut tirer les poils. Et tu ne seras pas à l'aise pour porter à l'extérieur. C'est pour dire que le mieux, si on doit porter des slips de ce genre, c'est mieux de porter à l'intérieur pour son homme. C'est ça. Justement. Julien, c'est pour votre homme. Ah oui. Mais la lingerie est considérée comme un atout de séduction, donc... Ah oui, surtout si c'est pour une soirée romantique. Bientôt la fête de Saint-Valentin, donc... D'accord, vous voyez, elle a les bonnes adresses pour vous. Alors, la couleur aussi, ça m'intéresse. Est-ce qu'il faut faire du ton sur ton ou faire du dépareillé? Ce qui est conseillé en matière de couleur, c'est qu'il y ait harmonisation au niveau du slip et soutien. Mais, tout comme on a l'habitude de faire, on adapte des couleurs à d'autres. C'est-à-dire, si vous portez par exemple un slip dans lequel il y a un peu de fleuri, autre couleur, on peut choisir une des couleurs en slip et en soutien et mettre. Vice versa. Ok, là c'est intéressant. Mais vous avez cité les sous-vêtements, mais j'ai pas entendu parler des jupons là, que nos mémés portaient et tout. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Si, c'est toujours d'actualité. Oui, surtout quand on veut parler de porter les lessies. Voilà. En voulant porter les lessies sont transparents. Donc obligatoirement, tu dois mettre des jupons. Obligatoirement. Mais c'est plus comme avant où nos mamans ont l'habitude rien que pour porter des bombas et lessies. Je pense qu'on a quand même assez d'éléments aujourd'hui pour choisir sa lingerie. Tout à fait. Et bien évidemment, la balle est dans votre camp, chers amis téléspectateurs, puisqu'aujourd'hui, vous avez assez d'astuces pour faire le bon choix en tout cas. Merci beaucoup à vous, Fujicia Moutondi. Merci également à vous, Madame Evelyne Akodi. Ah oui, non. Je rappelle que vous êtes directrice d'un prêt-à-porter. Oui. Mais la prochaine fois, ramenez-nous de la lingerie Passy parce qu'on aime ça aussi. Il n'y a pas de souci. Je suis Merci tout oui à vous. C'était bien sûr Beauté au pluriel. Vous retrouvez Agnette la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine. On installe à présent l'espère. Ok. Voilà l'expert de ce soir, nous entretient sur la thématique développement et leadership, comment gérer son personnel. Vous savez très bien que la gestion des ressources humaines est un enjeu crucial et complexe pour l'entreprise. Et bien sûr, quand on ne sait pas s'y prendre, c'est un problème, un vrai problème pour l'évolution, le développement de cette entreprise. Ce soir, j'ai Alès Balogun, consultant en gestion d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. On ne vous présente plus, hein? Avec vos informations sur le développement personnel, le coaching et tout ça. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous en prie. Alors, ce soir, on parle de comment gérer son personnel. Oui. Je pense que la première question, c'est de savoir déjà qui sont ceux qu'on peut appeler employés ou bien qui est-ce qui constitue le personnel. Le personnel, c'est ceux qui vont vous aider à bâtir votre entreprise. C'est ça. D'autres les appellent les collaborateurs, d'autres disent les employés. Moi, je préfère toujours le mot les collaborateurs. Okay. Oui, et encore, je préfère une équipe. Je dis mon équipe. Pour les mettre à l'aise. Exactement. Le personnel ne travaille pas pour vous, mais il travaille avec vous. Nous travaillons tous pour l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui nous embauche.
même le promoteur de l'entreprise est un employé de l'entreprise. Donc, mais quand vous prenez comme l'employeur, et les autres disent, alors nous travaillons pour vous, si ça gâte, si ça marche, donc c'est vous alors. Mais lorsque vous amenez les gens à comprendre que nous travaillons ensemble pour la vision qui nous rassemble, alors ils savent qu'ils ont l'obligation de faire marcher l'entreprise, de faire avancer l'entreprise parce que ça appartient à tous. C'est-à-dire déjà la conception même du mot a un sens pour son utilisation. Mais alors dites-moi, comment est-ce qu'on peut gérer le personnel d'une entreprise? Oui, pour gérer le personnel d'une entreprise, ça commence déjà par une vision. Et l'entreprise doit avoir une vision claire. Et la vision, c'est l'image préférable de l'avenir. D'ici 5 ans, l'entreprise sera où? D'ici 10 ans, l'entreprise sera où? Donc, lorsque vous avez une vision pour votre entreprise, vous transférez, pas seulement communiquer la vision au personnel, mais vous transférez cette vision. Il faut que tous ceux qui travaillent avec vous comprennent votre vision, voient de la même manière que vous. J'ai souvent les chefs d'entreprise qui disent mon équipe ou bien mes employés ne comprennent pas ma vision. Qu'est-ce que vous avez fait pour communiquer cette vision à votre équipe, à vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous avez communiqué la vision, vous avez expliqué la vision et vous avez surtout montré à chacun la place qu'ils vont occuper lorsque la vision est réussie. Si nous arrivons à réussir cette vision, réaliser cette vision, voilà le poste. Voilà les avantages, voilà ce que chacun va en bénéficier. Donc, la vision nous appartient. Donc, la toute première chose, la fondation pour gérer son personnel, c'est de communiquer une vision claire, une vision inspirante. Et comment communiquer justement cette vision-là à son personnel? Après avoir défini la vision, vous expliquez la vision, voilà notre vision, en image surtout. Il ne suffit pas de dire que nous serons une grande entreprise, ça c'est pas une vision, c'est un souhait. Donc une vision, c'est dans 5 ans, je donne un exemple, nous serons en train de vendre telle quantité de produits et nous serons, voilà ceux à qui nous allons vendre le produit, voilà le chiffre d'affaires que nous allons faire, voilà là où notre entreprise sera dans la société ou dans la nation ou en Afrique, voilà là où cette entreprise sera en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre, voilà en termes de clientèle, voilà. Donc ça c'est une vision. Voilà. Donc vous prenez le temps d'expliquer, pas une fois, pas 2 fois, mais tout au long, pendant que les gens travaillent avec vous. C'est à répéter. À répéter et à répéter. On sent le besoin. Exactement. Alors, mais en dehors de la communication, quels sont les autres aspects qui entrent en ligne de compte justement pour la gestion de l'entreprise? Merci. Lorsque vous communiquez la vision et que les gens comprennent déjà que ce qui nous rassemble, c'est cette vision, c'est voilà l'image de l'avenir. La deuxième chose, c'est de morceler la vision. Mettez la vision en objectif. Objectif à long terme, objectif à court terme. Et quand vous faites ça, vous définissez le rôle de chaque personne dans l'accomplissement de cette vision. C'est ce que vous appelez la fiche de poste ou le cahier de charge. Lorsque vous embauchez quelqu'un, vous communiquez la vision à la personne et vous définissez son rôle dans l'accomplissement de cette vision, ce qui est la fiche de poste. Donc, il a sa fiche de poste, il a son cahier de charge, il sait exactement ce qu'on attend de lui. Et on lui fixe aussi des objectifs de façon mensuelle. Chaque mois, voilà les objectifs que tu dois réaliser et voilà ce que j'attends de toi. Et ces objectifs vont nous aider à réaliser telle vision. Donc, après avoir communiqué la vision, il faut définir le cahier de charge de la personne. Et il faut que la personne sache exactement vos attentes. Voilà. Oui, moi j'ai l'habitude d'écrire ça avec un stylo. Voilà mes attentes. Voilà ce que j'attends de toi. C'est le résultat que j'attends de toi. Exactement, le résultat que j'attends de toi. Les gens doivent comprendre ça. Maintenant, si la personne ne comprend pas ça et que vous dites, vous donnez juste des tâches, vous attribuez des tâches. Il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas de personnel, ils ont juste des assistants. Les assistants, c'est quoi la différence entre assistant et personnel? Les assistants, ce sont ceux à qui vous donnez des tâches. Fais ceci, va faire ça, va faire ça. Ce sont des assistants et qui attendent toujours les instructions parce que c'est vous qui donnez les instructions. Mais lorsque vous définissez la fiche de poste, que quand tu viens le matin, tu fais ça de façon claire et simple, pas de gros mots, pas de complications. On te rend responsable de ton poste. Exactement. Donc, on lui explique et on dit, voilà ce que j'attends de toi. Mais à la fin du mois, on fait l'évaluation. Il faut un système d'évaluation du personnel pour dire, on t'a fixé 10 objectifs, tu as atteint combien? Avant même de venir au système d'évaluation, nous avons parlé de la communication, nous avons parlé des cahiers de tâches. Je pense que c'est déjà des éléments fondamentaux qui entrent en ligne de compte pour la gestion. Mais qui est-ce qui
doit diriger ou qui peut diriger une entreprise? Parce que là, se trouve la grande question aussi, la grande interrogation. Oui, évidemment, c'est l'entrepreneur. C'est le leader, c'est le promoteur, c'est le responsable, si vous voulez. C'est à lui la gestion de son entreprise. C'est lui qui détermine l'atmosphère de l'entreprise, il détermine l'ambiance de l'entreprise. Ce ne sont pas les employés, ce ne sont pas les collaborateurs, c'est moi qui détermine l'ambiance de l'entreprise parce que je suis le premier responsable. Donc, la gestion me revient capitalement, oui, principalement. Donc, ce n'est pas comme on le voit, c'est dit, on parle des entreprises privées pour l'instant. Oui, bien sûr. Ça veut dire que l'entrepreneur, celui qui a créé son entreprise, est le premier directeur des employés, c'est ça? Oui, c'est lui. Mais à côté de lui, est-ce qu'on peut nommer, comme on le voit dans les entreprises, des directeurs de ressources humaines et autres? Bien sûr, on peut avoir administrateur, on peut avoir directeur de ressources humaines, on peut avoir on peut avoir toutes ces personnes, mais le premier rôle revient au responsable principal de l'entreprise. Oui, alors, la grande responsabilité repose sur ses épaules. Alors, celui qui doit gérer une entreprise, quelles devraient être ses compétences justement pour savoir gérer ce personnel, ses employés? Oui. Il y a une compétence qu'on n'entend pas souvent parler, c'est la compétence relationnelle. Okay. En anglais, je préfère ça en anglais, on ne trouve pas correctement la traduction en français, c'est people skills. Okay. La capacité à gérer les relations, la capacité à gérer les gens. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous aurez toutes sortes de personnalités, toutes sortes d'émotions autour de vous. Et vous êtes au centre. Et c'est à vous maintenant de gérer chaque personnalité, de gérer chaque émotion, de gérer les compétences des autres. Et si vous n'avez pas cette capacité, vous allez perdre. Il y a la possibilité que les employés vous donnent 30% de leur capacité, de leur performance. Ils peuvent aussi vous donner 80% de leur performance. Et quand je parle de performance, je parle de leur temps, de leur savoir-faire, de leur productivité, de leurs idées, de leur talent. Ils peuvent vous donner 80%. Ils peuvent aussi vous donner 30%. Mais qui détermine ce qu'ils donnent? C'est vous. Pas l'ambiance que vous mettez en place au sein de votre entreprise. Et d'où la question, quels doivent être les bons reflets d'un directeur d'entreprise ou d'un chef d'employé, je veux dire? Oui, le chef d'entreprise doit savoir que l'environnement de mon entreprise, je suis responsable. Dieu est responsable de la terre. Je suis responsable aussi de l'univers. Je suis responsable de mon entreprise. J'ai l'obligation d'amener mes collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, et donner le meilleur d'eux-mêmes, ce n'est pas quelque chose qu'on exige, qu'on demande pour dire donne-moi ton meilleur. Non, je mets les conditions qu'il faut en place, l'environnement qu'il faut en place, l'ambiance qu'il faut pour permettre aux gens de donner le meilleur. Oui, vous ne pouvez pas dire à une semence, donne-moi ton meilleur. Vous mettez la condition qu'il faut, la semence ou la graine vous donnera. Généralement, on constate que dans les entreprises où il y a ce système de motivation, il y a quand même une tendance à vouloir toujours bien faire pour bénéficier justement de cette motivation. Est-ce que la motivation fait partie aussi des bons reflets d'un chef d'entreprise? Oui, toute entreprise doit avoir un système de motivation et un système de récompense. Un chef d'entreprise doit savoir célébrer les bons résultats. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir dire tu as bien fait. C'est exceptionnel. C'est déjà une motivation. Et célébrer l'anniversaire de quelqu'un, c'est déjà un système de motivation. J'ai fait quelque chose un jour dans notre structure. On a pris beaucoup de temps, très rapidement. Oui. Le matin, mes collaborateurs sont venus et chacun a trouvé sur sa table un mot qui disait merci beaucoup pour ta contribution au sein de l'entreprise, signé. Demain, je vais vous mettre merci pour votre contribution aussi. Alors, je vais rapidement poser cette question avant de vous laisser partir. Comment est-ce qu'on peut gérer les conflits entre les employés? Très rapidement. Oui. Les conflits, vous en aurez toujours. Vous ne pouvez pas éviter les conflits, mais vous pouvez réduire les conflits. Une erreur que vous devez éviter, c'est de gérer des choses de façon individuelle ou personnelle. Ayez un règlement intérieur. Voilà ce qui se fait ici, voilà ce qui ne se fait pas ici. Lorsqu'il y a des problèmes, utilisez le règlement pour régler les choses. Merci. Alors, merci beaucoup à vous, Alès Balogun. Je rappelle que vous êtes consultant en gestion d'entreprise et je prends la responsabilité avec l'ensemble de BB24 de vous dire merci
pour ce que vous faites pour nous, pour votre présence toujours sur ce plateau. C'est une manière de vous motiver aussi, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Eh bien, nous avons fini avec cette thématique du jour, comment gérer son personnel dans la rubrique Expert. À présent, je pense qu'il est 19h45. Nous allons retourner l'antenne à la rédaction avec Aurélie Sauton à la présentation du journal. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal sur BB24. Voici le sommaire. Le Bénin enregistre chaque année plusieurs cas d'albinos atteints du cancer de la peau. Pour prévenir le mal en milieu tropical, il est déconseillé à ces personnes à la peau blanche de s'exposer aux rayons solaires. Dans quelques instants, les détails. Beaucoup d'initiatives sont prises pour la promotion d'un cadre de vie sain. Pourtant, bon nombre de Béninois continuent de vivre dans des logements pas toujours décents. Nous irons à la découverte de quelques types d'habitations au Bénin. Un verre de jus de fruits naturel pour se désaltérer ou en fin de repas est conseillé. Mais attention, la qualité parfois douteuse de ces jus peut avoir des conséquences sur la santé. Nous en parlerons également dans ce journal. Les cancers cutanés constituent les formes de cancer les plus fréquents que développent les albinos en Afrique. Pour prévenir le mal en milieu tropical, il est déconseillé à ces personnes à la peau blanche de s'exposer aux rayons solaires. Pourtant, on enregistre chaque année au Bénin, comme ailleurs, des cas d'albinos atteints du cancer de la peau. Que faire pour lutter efficacement contre le mal? Élément de réponse dans ce reportage signé Stanislas Lenkbon. Cette dame souffre du cancer de la peau depuis environ 2 ans. Aujourd'hui, sa maladie a atteint un degré supérieur. Et pour s'en sortir, il lui faut un traitement adéquat qui nécessite un lourd investissement. Incapable de supporter les charges financières, elle rompt le silence. Le mal a commencé par de petits boutons qui grossissent et qui deviennent des plaies. Tout mon corps dégage une mauvaise odeur. Récemment, j'ai été à l'hôpital. Le dermatologue m'a prescrit une ordonnance, mais je n'ai pas les moyens pour faire face aux analyses demandées. S'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai besoin de votre aide pour vivre auprès de mes 2 enfants. À ce stade de la maladie, il est difficile de trouver des traitements disponibles sur place, affirme ce dermatologue. Selon lui, la prise en charge du cancer de la peau chez les albinos à l'étape primaire est l'une des meilleures solutions. Quand la personne vivant avec l'albinisme a une lésion cutanée et que cette lésion cutanée s'est déjà cancérisée, métastasée, en général, le dermatologue ne peut plus rien. Et même au niveau des chirurgies, si la chirurgie n'a pas lieu très rapidement, en général, les métastases viennent à bout donc, du décès de ces patients. Le pronostic est grave. Pour l'heure, pas de solution à apporter au mal que constitue l'albinisme. Sa guérison requiert une intervention chirurgicale particulière. On ne guérit pas de l'albinisme parce que c'est une maladie génétique. Et si on doit le guérir, il faut aller faire des thérapies géniques. C'est-à-dire qu'on va faire des thérapeutiques sur les gènes. Or ça, nous n'avons pas encore les moyens de le faire. Et donc, il faut rester dans ce qui donne plus de résultats. C'est-à-dire suivre l'albinos tout au long de sa vie. Et dès qu'il y a quelque chose, on attaque directement. Comme ça, nous sommes sûrs d'annihiler tous les processus qui vont vers la cancérisation. Et nous sommes sûrs également de partager avec les albinos les meilleures règles de protection solaire, de partager avec eux les écrans solaires pour éviter la cancérisation. C'est seulement dans ce volet-là que nous pouvons avoir donc des résultats. Avoir des résultats efficaces et fiables, c'est possible au Bénin, mais à une seule condition, prévient le dermatologue. Il s'agit en effet de l'exonération des frais de consultation régulière des albinos.
et même leur prise en charge sanitaire dans le secteur privé comme public, qui jusque-là tardent véritablement à prendre. Nombreux sont les Béninois qui ne vivent pas dans des cadres de vie adéquats pour une raison ou une autre. Comment se présentent les habitations de certains Béninois et que peuvent-ils espérer de leurs gouvernants? Des précisions avec Masbil, Akodien Lossi et Louis Koudogbo. L'habitat au Bénin, un sujet préoccupant. Des cadres de vie insalubres, des bâtiments qui tiennent à peine ou presque aux normes architecturales. Certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Djidje, Sainte-Cécile, Vossa ou Agla s'illustrent particulièrement dans ce décor. Ce sont des quartiers de la honte en matière de gestion des ordures. On peut être pauvre mais être propre et digne. Il y a un arrêté de 1992 qui définit clairement les zones impropres à l'habitation. Et pourtant, les Béninois se sont entêtés et se sont installés sur les nids d'eau. Si on parle d'inondation à Cotonou, c'est à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont allés s'installer sur les exutoires naturels, par où l'eau doit passer pour que Cotonou soit assaini. Pas du tout reluisante la situation. Mais faute de moyens, ces habitants subissent et redoutent même les conséquences du choix de leur milieu de vie. Les logis sont inondés et ceux qui y habitent fuient déjà. Le bas-fond est bien rempli et ils ne peuvent plus y rester. Là où j'habite, à Sainte-Cécile, n'était pas inondé. C'est bien après que je l'ai constaté. Si on avait un peu de moyens, on ne choisirait pas résider là. Que le gouverneur pense à nous. Améliorer le cadre de vie de ces populations devient une nécessité. L'autorité en est consciente et promet des mesures hardies. Nous vivons dans un monde de globalisation où vous ne pouvez pas chasser les gens comme vous le voulez, mais il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans leur propre intérêt, dans les intérêts de ces populations-là, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Promouvoir une habitation décente avec un cadre de vie sain, c'est la solution que propose l'État aux citoyens. Ces logements sont destinés à la couche moyenne, aux Béninois à revenus moyens, même des particuliers, des agriculteurs, des commerçants, qui ont des comptes en banque pour aller en location à cession, sans payer ni avance ni caution. Donc vous êtes locataire, vous payez vos mensualités pendant 17 ans et vous devenez propriétaire. Et mieux encore, c'est des logements qui ne sont pas jetés pêle-mêle un peu partout, inaccessibles, sans le confort. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y a les voies pour y accéder. Les voies primaires et secondaires sont bitumées, les voies tertiaires sont pavées. Un ensemble de réformes qui vont aider les Béninois à bien se loger, mais aussi à faciliter le bail à usage d'habitation. Le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut être douteuse. Un jus de fruits mal préparé constitue un danger pour l'organisme. Il faut alors savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sain. Edgar Desgrinon est agronome. Il nous en parle au micro de Samson Thiomont et Lazare Miga. Sur de la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun donc des consommateurs pour dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectars de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est des produits qui sont extraits directement de fruits, tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange, ou bien le citron. On peut extraire directement le jus. Mais les nectars, les industriels généralement dans la grande distribution partent donc de la purée de fruits ou bien de la pulpe auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes pour pouvoir augmenter largement donc leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce n'est pas des jus qu'ils consomment, mais c'est plutôt des nectars qui sont rallongés qu'ils consomment. Dans les procédés donc de conservation, au-delà donc de la transformation, il faut prendre des dispositions pour quand même que le jus soit conservé pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires.
dans la catégorie des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocifs pour la santé. Mais en absence donc de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas certains qui sont très nocifs pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser donc ces produits au laboratoire central, passer également par la BSSA au niveau du Bénin, qui est l'agence donc qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes pour pouvoir être introduits dans la consommation. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'innocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Une nouvelle brève avant de refermer cette édition. La Côte d'Ivoire sollicite l'appui de la Banque mondiale pour juguler la culture illégale du cacao. C'est dans le cadre de la stratégie de lutte contre la culture illégale du cacao dans les zones protégées. Pour le pays, l'élimination du phénomène est une question d'importance dans un contexte où il ambitionne de faire reculer la déforestation et de limiter sa production à 2 millions de tonnes pour soutenir les prix de la matière première. Pour rappel, le gouvernement ivoirien avait déjà mené en 2013 et 2016 2 campagnes d'expulsion de dizaines de milliers de producteurs et de leurs familles. Journal, merci à vous tous pour votre attention. Merci à vous, Aurélie Sauton, pour la présentation des informations, je vais dire. Nous allons revenir sur ce plateau, mais avant, nous allons faire un petit tour à la régie pour voir un peu ce que nous réservent les autres émissions de Bénin Business 24. Bienvenue dans votre émission Jeunesse oblige, la tribune d'expression libre des jeunes et adolescents de nos lycées et collèges. Pourquoi tu penses qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs? Avant de marier une personne, il faut d'abord la connaître. Et ce n'est pas à la veille de votre mariage que vous allez connaître la personne. Mon petit ami, j'aimerais le choisir par son teint. Parce que j'aime les hommes de teint clair. Lorsque le sexe et les études sont en conflit, le sexe gagne toujours. Lorsqu'il y a un élève qui utilise le téléphone portable en plein cours, il n'est pas concentré sur le cours, mais il est concentré plutôt sur le téléphone portable. Face au téléphone portable, je demande aux parents d'être exigeants parce que le téléphone est chronophage. Votre chaîne BB24 s'enrichit d'une nouvelle émission. Une émission que vous avez tant espérée. Nopinden, votre matinale de divertissement. Et 2 débats des faits divers de société auxquels vous pourrez participer. Par SMS, WhatsApp ou Facebook. Nopinden, c'est tous les lundis, mardis et mercredis à partir de 6h30 sur BB24. Un rendez-vous à prendre absolument pour votre plaisir. Rendez-vous à prendre absolument pour votre plaisir, lundi, mardi et mercredi, 6h30. Je suis sûre que plusieurs personnes sont déjà accrochées et aiment vraiment et véritablement cette émission Nopinden. Coucou à Karamat et Rock, des collègues de la production BB24. Alors, on revient sur ce plateau ce soir, Nature et Bien-être avec Heureuse Danondé pour parler de la lèpre, pour dire comment est-ce qu'il faut réinsérer sur le plan socio-professionnel les lépreux au Bénin. Nous allons revenir avec Heureuse Anondé, mais avant, nous allons suivre ce reportage. Après la lèpre, la vie est encore possible. Qu'on soit guéri avec ou sans séquelles, la maladie ne condamne plus. Par exemple, le monsieur en blouse blanche que vous voyez, lui il était venu en 96, gravataire. Il ne pouvait pas marcher. On l'a ramené ici. Et on a commencé par le traiter, le soigner.
Depuis quelques semaines, il s'est retrouvé. Et maintenant, il travaille avec nous. Il est soignant comme moi. Il n'a pas eu de séquelles. Il marche, il écrit, il fait tout. Il fait le pansement. Il nous sert au pansement. Il transporte les malades. Lui aussi, on l'a reçu en 2013. C'est un multibacillaire, bourré de bacilles. Il ne pouvait pas marcher lui aussi. Il ne pouvait pas se tenir debout. On l'a pris, on a commencé par le traiter. Et maintenant, il est guéri et on l'a mis en apprentissage. Le lépreux peut aujourd'hui prendre sa vie en main. Au centre de traitement anti-lèpre de l'hôpital Saint-Camille de Davougon, les malades lépreux guéris sont suivis et accompagnés dans leur réinsertion sociale et professionnelle. Pour les adultes, on leur donne des vivres de façon trimestrielle. Mais quand le lépreux n'a rien, c'est difficile pour lui de rester dans son milieu familial. Maintenant, pour les enfants ou bien les jeunes qui sont en âge de partir encore à l'école, on les scolarise, on les appuie. Chaque mois, on va chez eux ou bien ils viennent ici prendre l'argent pour l'école. Nous avons ici un centre féminin pour les filles. Maintenant, pour les garçons, c'est Estelle. Avec ça, les parents sont prêts à accompagner. La profession médicale et même l'informatique sont autant d'activités grâce auxquelles les lépreux se reconstruisent. Aujourd'hui, le lépreux dans la société est respecté, aimé et contribue au développement de sa communauté. Preuve que la lèpre n'est plus une maladie à craindre. Oui, heureusement que cette opinion de leur personne a été améliorée grâce à la science. Aujourd'hui, les lépreux peuvent vivre aussi bien dans la société que des personnes ordinaires. Et c'est d'ailleurs le choix de cette thématique ce soir avec Heureuse Danondé. Heureuse, bonsoir. Bonsoir, Marcel Betorou. Comment allez-vous? Je me porte très bien et vous? Ça va très bien. Malheureusement pour nous, nous avons une chaise toute vide. vide. Oui, voilà. et ça arrive souvent, les aléas du direct. On n'a pas pu avoir le responsable du centre de traitement de la lèpre de Pobet qui devait faire le déplacement pour nous donner toutes les informations liées à tout ce qu'ils font, au-delà de ce qu'on a suivi dans le reportage réalisé dans le centre de traitement de Davougon à Abomey. Où est-ce qu'on en est au niveau des avancées? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et aujourd'hui, quels sont les blocages auxquels ils font face au niveau... Parce qu'il y a quand même un programme qui s'occupe de ça, le programme national de lutte contre les maladies transmissibles, dont les MTN, les maladies tropicales négligées. Aujourd'hui, on peut dire que la lèpre n'est plus une maladie tropicale. Bon, négligée, c'est une maladie tropicale, mais considérée. Voilà, c'est considéré. Ce n'est plus négligé parce que, c'est vrai qu'ils font tout au niveau du programme, au niveau du Bénin, pour réduire le taux de personnes liées et qui sont infectés par cette maladie. Pour l'OMS, il faut en dessous d'un cas pour 1000 personnes. N'en sont pas encore là, malheureusement. Dans d'autres pays, ils ont pu atteindre ce taux-là. Je crois au Sénégal, ils ont pu atteindre ce taux, mais au Bénin, on fait encore des efforts. Ça aurait été vraiment bien si on l'avait. Voilà, s'il était là avec des chiffres, les statistiques, où ils en sont et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas perdu, je pense qu'il peut toutefois revenir, puisque déjà la journée... Oui, c'est le dimanche. La journée, c'est le dimanche, la 67e édition. C'est pour le dimanche prochain. Déjà le jeudi prochain, on pourra, si tout va bien, la voir. Idéalement, c'est ce qu'on veut, la voir sur le plateau. Mais il faut aussi noter que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il ne faut pas stigmatiser tout de suite justement cette lépreux-là, parce que c'est une maladie. Personne ne souhaite tomber malade et quand ça vous arrive, vous ne pouvez qu'y faire face. Alors, à nous qui sommes dans cette société avec ces gens-là, de les encadrer, de les accepter avec leur maladie. C'est facile de le dire, mais est-ce que j'ai fait une émission de 52 minutes avec des malades lépreux en studio, mais beaucoup ont dit, avant même la réalisation de l'émission, on dit Heureuse, si tu fais cette émission avec les gens, va te désinfecter avant de revenir dans le club, avant de revenir parmi nous. Justement. Il y a toujours cette... parce que c'est contagieux. Mais je pense qu'il doit y avoir des précautions. Et à travers la salive, à travers des comportements, vous voyez... On échange, mais c'est quand même des hommes qui les soignent. Ils sont quand même pas contaminés. Il y a un blanc qui est dedans. Il a déjà fait, quand on était à Davougon, ça fait déjà plus de 40 ans qu'il est avec eux. Il ne souffre pas de cette maladie, mais on a demandé aux populations, mais pourquoi vous avez peur de ça? Et lui, il est quand même avec vous, il soigne vos siens. Ils ont dit non, laisse-le,
Il a ce traitement, quand il quitte chez nous, il va se soigner dans sa chambre. Mais je pense que c'est justement ça. Il doit avoir peut-être des traitements ou des astuces. Il y a des comportements à avoir à adopter vis-à-vis des personnes lépreuses. Mais le mal est que la maladie peut être dans votre organisme sans se manifester pendant des années. Et vous seriez en train de contaminer les autres. Sans le savoir vous-même, un malade ignorant. Et voilà qu'on ne peut pas faire un scanner chaque jour pour voir qu'est-ce que j'ai comme maladie ou bien qu'est-ce que je porte comme maladie. Mais je pense quand même qu'il faut retravailler la mentalité. Nous avons beaucoup de choses à corriger en matière de vivre en société. Il faut accepter les autres tels qu'ils sont. Il faut les encourager. C'est difficile. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est parce que quand vous voyez, à travers le reportage, ils ont dit la réinsertion socio-professionnelle, déjà au niveau des centres, l'État fait quelque chose. Parce qu'il faut dire qu'un peu comme le cas du centre de psychiatrie de Jaco, ici à Cotonou, où les malades sont guéris, les malades mentaux sont guéris, mais ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils sont encore plus à l'aise dans le centre de traitement que chez eux parce qu'ils ne sont plus acceptés. On dit mais c'est parce que quand ils rentrent chez eux, ils sont rejetés par la société. Ils sont rejetés. C'est le même cas pour les lépreux. Qu'ils soient avec séquelles ou sans séquelles, on a dit en fin du reportage qu'il y a des lépreux. La maladie, on appelle ça en langue goudou. C'est ça. C'est-à-dire, bon, et puis goudou, ça détruit vos mains, vos doigts. Avec c'est ça en fait, ça détruit vos mains, ça détruit vos orteils. Donc, mais aujourd'hui, si vous êtes vite prise en charge, vous avez même encore la possibilité de faire de l'informatique. C'est ça. Ils l'ont dit, il y a des lépreux qui ont pu réussir leur réinsertion socio-professionnelle. Ils sont informaticiens, ils sont même infirmiers avec eux aujourd'hui. Mais ceux qui ont du mal à être réinsérés, ce sont ceux qui ont des séquelles. C'est ça. Où les mains, tout est déjà parti, les doigts, les orteils, les doigts, tout est parti déjà. Ce sont eux qui ont des difficultés parce que les séquelles sont là. On dit, est-ce que celui-là, il est vraiment guéri? Et eux-mêmes, comme tout est pris en charge au niveau du centre, ils ont à manger, ils ont même des centres de formation, la couture, la coiffure et tout. Ils préfèrent rester là-bas. Je parie qu'ils auront aussi de difficultés à choisir leur conjoint ou conjointe. C'est une très grande question. Il y a certains qui ont perdu leur conjointe après. Parce qu'ils ont souffert de ce mal-là aussi. Moi, je vais dire du courage à tous ces lépreux-là. C'est pas facile. Soyez sûr un jour. Mais je me demande, vous êtes là, vous jouez à l'intérim ici. Est-ce que vous êtes prête, vous, à accepter un frère lépreux? Si c'est mon frère, je l'accepte. Et si c'est quelqu'un, même si ce n'est pas mon frère, que c'est un homme, c'est un humain, je l'accepte. Je ne peux pas cohabiter avec un animal, mais un humain, oui. Alors je l'accepte. Heureuse à donner si vous avez eu la réponse. Merci beaucoup. Merci je pense beaucoup que vous allez nous ramener quand même le docteur Nimavo. Nimavo sera là, si tout va bien, le jeudi prochain pour nous donner les informations précises. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Qu'est-ce que nous allons faire à présent? En tout cas, Rachel, il faut retenir tout simplement que la vie après la lèpre, c'est possible. Il y a une vie après la lèpre. Heureuse qu'il y a une vie après la lèpre. Et je confirme, il y a une vie après la lèpre et après d'autres maladies même. Restez toujours confiants et courageux. Alors, on va faire un petit tour au niveau du parc Pendjari. C'est bien ça. On va voir de belles images que nous offre le Bénin à travers ce parc. Le mot Pendjari vient du gourmandier. C'est une des principales ethnies qui bordent la réserve de la Pendjari. Et le nom initial c'est Pendjari, qui signifie la grande rivière ou la rivière mâle en gourmandier. Pendjari.
Et voilà de très belles images du parc Pendjari au Bénin. Si vous venez au Bénin, vous aurez la chance de découvrir toute cette faune-là et cette flore, je vais dire, qui entoure le parc Pendjari. Alors, c'est terminé pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais laissez-moi d'abord vous présenter l'équipe technique qui a assuré la mise en onde de cette émission. Eh bien, la réalisation Ange Dorigo, il s'appelle Anno Tesset, a assuré le son. Bata Terence à l'infographie. Igor Ayosor est resté à la caméra. Et bien sûr, la décoration ce soir est assurée par Janvier et Gouletti. Et à la diffusion, c'est dit celui qui nous a permis d'être chez vous à la maison. Il s'appelle Faisal Bissirikou. Merci de nous avoir suivis. La citation de ce soir dit ceci: chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Chaque grande réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. C'est une citation de Mahatma Gandhi et c'est avec cette citation voilà, que je vous dis tout simplement bonne soirée. À demain, même heure, même chaîne. Bye bye.